Bonjour. Nous avons déjà vu que non seulement Hitler, en envahissant la Pologne en 1939, n'avait pas la moindre envie de provoquer une guerre mondiale, mais qu'il n'en avait pas les moyens. Nous savons également que lorsqu'il avait amené sa faible armée, disposant d'à peine 15 jours de munitions, il comptait sur l'intervention rapide de Staline pour le soutenir, faute de terminer sa campagne en lançant des cailloux. Nous savons qu'il ne restait plus en Allemagne pour défendre les frontières du Reich que quelques divisions de réserve composées de vieillards ou de jeunes recrues non instruites et armées de pétoires datant de la dernière guerre, ne disposant d'aucun char et d'aucun avion. Enfin, nous savons que par traité passé avec les Polonais, les Alliés auraient dû se précipiter à leur secours pour soulager leur front. Ceci en attaquant la Rhénanie, en passant par la Lorraine et la Sarre. La question vient donc naturellement. Pourquoi n'ont-ils pas bougé? Ce qui nous amène à considérer de plus près, après celle envers la Tchécoslovaquie et l'Autriche, les détails de la troisième trahison des Alliés envers les pays dont ils étaient les garants. Car en réalité, les Français ont attaqué. Ils sont même rentrés en Allemagne, mais sont prudemment arrêtés au bout d'une dizaine de kilomètres, sans jamais quitter la ligne Maginot des yeux. Et on comprend que cet étrange épisode de la drôle de guerre ait été pudiquement écarté de l'histoire. Vous avez derrière moi le témoignage du général républicain Priou, qui commandait les divisions de Charles Saumuat, à l'époque les meilleures du monde. Après la guerre, il s'est longuement interrogé sur ce qu'il est convenu d'appeler les errements du haut commandement français. Voyons donc, pour commencer, comment ceux-ci se sont traduits sur le terrain. Nous sommes à l'aube du 7 septembre 1939, donc au 4e jour de la guerre. Ce jour-là, les trois armées françaises jusque-là massées en Alsace et en Lorraine, soit près d'1 million d'hommes parfaitement équipés et entraînés, franchissent la frontière en direction de la ligne Siegfried, sorte de ligne Maginot version Troisième Reich, c'est-à-dire mal construite, peu armée, en deux mots, une ligne fortifiée faible. Il y a là la troisième armée du général Condé, la quatrième armée du général Réquin et la cinquième armée du général Bourret, soit le fleuron de l'armée française, alignant une infanterie d'élite portée, les meilleurs chars du monde, la meilleure artillerie du monde et une armée de l'air enfin prête à affronter la Luftwaffe. Alors que nous le savons, il n'y a pas un char et pas un avion en face d'eux, tandis que la fameuse ligne Siegfried est pratiquement abandonnée. Autre curiosité de cette bataille. Non seulement dans certains secteurs, les fonctionnaires et douaniers allemands et français bavardent amicalement par-dessus leurs barricades en bois, mais les villes frontalières allemandes, continuent d'être approvisionnées en électricité par la France, comme si de rien n'était. Quant à la troupe, elle est accueillie par des messages rassurants diffusés par des affiches ou par haut-parleurs. Soldats français, nous n'avons aucune dispute avec vous. Nous ne tirerons pas, à moins que vous le fassiez. C'est donc cette masse formidable qui va parfois se trouver stoppée pendant toute une journée par une mitrailleuse servie par quelques vieillards ou quelques mines posées sur les routes. Elle va ainsi progresser à la vitesse de l'escargot, s'arrêtant au moindre signe d'opposition, tel l'éléphant terrorisé par quelques sourds. Les puissants tanks français, quand ils sont employés, sont engagés dans de petits raids contre des blocos vides de tout défenseur, qui font mine d'attaquer sous l'œil vigilant de leurs généraux. Ceux-ci se tenant bien entendu à quelques kilomètres en arrière de ces furieux engagements, à distance de sécurité, avant d'attribuer aux vaillants combattants les innombrables médailles dont ils ont rempli leur coffre. Dans le même temps, en Pologne,
les généraux et les politiciens appellent au secours. Tandis que leur vaillante armée résiste toujours avec courage contre des forces bien supérieures en nombre. Bientôt, Varsovie est attaquée et ses habitants combattent pratiquement à main nue derrière des barrières élevées à la hâte. Ils succomberont au bout de 3 jours, massacrés par les avions, les chars et l'artillerie, sans que leurs alliés franco-britanniques lèvent le petit doigt. Je n'insisterai pas ici sur les détails de cette campagne pour le moins étonnante. Rappelons simplement que le 21 septembre, une fois la Pologne écrasée, et avant même le retour de l'armée allemande, la vaillante armée française, qui, selon les dires des généraux allemands, aurait pu parvenir à Berlin en 15 jours, se retire tout simplement derrière la ligne Maginot après son éclatante victoire. Car c'est ainsi que toute l'affaire a été présentée au public. En réalité, une trahison en bonne et due forme envers les alliés polonais, et donc 2 nouvelles questions. Premièrement, quelles furent les raisons avancées par les théoriciens de l'illogisme pour expliquer cette énième preuve de l'impéritie du haut commandement? Deuxièmement, que cachait réellement cette manœuvre? Car il est évidemment impossible que la décision de ne pas écraser le Troisième Reich n'ait pas été d'ordre politique, donc mûrement réfléchi et motivé. Commençons donc par considérer les arguments présentés par la version officielle pour expliquer l'étrange stratégie française. Pour expliquer la lenteur au démarrage, puisque l'attaque n'a été redonnée qu'au 4e jour, la version Blitzkrieg affirme d'une part que les Français auraient été surpris par cette attaque, d'autre part que l'artillerie lourde française n'était pas prête, qu'il lui manquait les grosses pièces en mesure de pulvériser les défenses de la ligne Siegfried. Soit 2 mensonges patents, puisque nous savons que les services de renseignement alliés étaient parfaitement renseignés de tous les projets d'Hitler et qu'ils suivaient depuis des semaines à la fois les préparatifs de l'armée et l'avancement du plan blanc préparé là au cœur par le général von Manstein. Le haut commandement français aurait donc pu amener en Alsace et en Lorraine toute l'artillerie et les munitions nécessaires bien à l'avance, ce qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Abolie, impéritie, répondent en chœur les fanatiques de la thèse incompréhensible. Admettons. Le troisième argument, couramment avancé, revient à nouveau sur l'incapacité des services de renseignement français à informer le haut commandement à la fois sur les capacités défensives de la ligne Siegfried et sur le peu de troupes restées pour défendre la frontière. Nouveau mensonge patent, puisque nous savons aujourd'hui que les Alliés étaient parfaitement informés sur tous ces sujets. La version officielle n'apporte donc aucune explication quant à cet étrange comportement de la part des Français et des Anglais envers un de leurs plus puissants alliés. Ce qui nous amène à la seconde question posée plus haut. Quelles pouvaient bien être les véritables motivations des Alliés? Car on peut décemment prétendre plus longtemps qu'il suffirait, après la trahison militaire française de mai-juin 40, d'oublier également cette trahison majeure envers les Polonais pour régler le problème. L'amnésie ne résout pas tout, pas plus que l'illogisme. En réalité, si les Français ont stoppé leur offensive, c'est pour 3 raisons parfaitement logiques. L'une évidente, les 2 autres beaucoup plus secrètes. La première raison, celle reprise par la grande majorité des historiens sérieux, serait que les Français avaient parfaitement compris que les Anglais, après avoir pris l'initiative de déclarer la guerre, n'avaient pas la moindre intention de s'impliquer. En effet, non seulement ils n'avaient pas encore mobilisé, mais ils n'avaient même pas l'intention d'envoyer leurs bombardiers soutenir les Polonais ou bombarder leurs précieuses usines d'armement en Sarre. Et l'on comprend que le gouvernement français ne tenait pas à voir les Anglais renouveler leur tactique de la Première Guerre. Rappelons qu'ils n'étaient entrés sérieusement dans la bataille qu'en 1916, après avoir laissé pendant 2 ans les Français assumer seuls la charge des combats les plus durs.
Cette trahison française envers les Polonais peut donc être considérée comme un rappel à l'ordre envers les Britanniques. Cette fois, ils ne devaient pas compter manipuler les Français pour mener à leur place une guerre qui servait principalement les intérêts de l'Empire britannique au détriment du projet d'Union européenne. Seconde raison, bien moins commentée celle-ci. Les Anglais continuaient dans le même temps à alimenter leurs usines allemandes et venaient de proposer en août 1939, soit un mois avant la déclaration de guerre, un prêt d'1 milliard de livres sterling à Hitler, officiellement pour qu'il transforme ses usines afin de produire du matériel civil de temps de paix, en réalité pour qu'il puisse consolider son armée, et non pas pour qu'il puisse continuer à faire de la concurrence aux Anglais et aux autres peuples européens. Nous connaissons en effet tous les bienfaits que les cartels pouvaient attendre de cette guerre, qu'ils préparaient avec soin depuis le tout début des années 1920. Ce qui nous amène à la troisième raison pour laquelle les Français ont abandonné leur allié polonais, la géographie. En effet, vous constatez sur cette carte que la Pologne est située entre l'Allemagne et la Russie, que pour pénétrer en Russie, l'armée allemande doit obligatoirement passer par ce pays. Or, nous savons que les principaux prétextes officieux du réarmement tous azimuts en Europe, celui employé par les cartels du grand capital noir, fauteur de guerre, étaient, d'une part, de lutter contre le communisme, désigné comme l'ennemi suprême, d'autre part et surtout, rouvrir le gigantesque marché russe et ses innombrables sources de matières premières à l'exploitation sans frein et sans limite des grands trusts internationaux déjà fortement impliqués dans son économie. Enfin, il s'agissait de détruire les deux empires émergents, Allemagne et Russie, en tâchant d'impliquer la France au premier chef. En deux mots, de résoudre enfin tous les problèmes qui se posaient déjà aux deux empires anglo-saxons avant la Première Guerre mondiale, en poussant les empires d'Europe continentale à s'entre-détruire. Et vous constatez que, quelle que soit la manière dont on considère les faits, on en arrive toujours systématiquement aux mêmes conclusions. Ce qui est enfin logique, mais déplaît fortement aux théoriciens de l'incompréhensible. En réalité, nous constaterons tout au long de notre enquête que les grands enjeux écartés par les historiens, et qui furent pourtant très logiquement au cœur des préoccupations des empires et des cartels, nous ramèneront systématiquement à la véritable dimension de cette Seconde Guerre mondiale, l'opposition entre les intérêts anglo-saxons et européens. Une opposition qu'on retrouve à la fois sur le plan des principes moraux et politiques, sur le plan impérial et sur celui de la cartélisation du monde. Ce sont ces oppositions et ces intérêts totalement divergents qui provoquèrent la Seconde Guerre mondiale. Le déclencheur ? Hitler, qui, en tentant de se débarrasser de la laisse par laquelle les pays anglo-saxons le tenaient, donc de leur emprise sur l'économie allemande, ceci en s'alliant avec Staline au lieu de le combattre, venait de totalement rebattre les cartes. Ce que les Anglais ne pouvaient tolérer. En effet, ils n'avaient pas hissé Hitler au pouvoir pour cela. Ils ne lui avaient pas sauvé la vie en provoquant la conférence de Munich, ou indiqué les faiblesses du dispositif français sur la Meuse, ni aidé si vigoureusement sur le plan diplomatique et économique depuis les années 1920, allant jusqu'à lui proposer un prêt d'1 milliard de livres pour se voir trahi par leur poulain. D'où leur déclaration de guerre. Il fallait contraindre Hitler à remplir ses obligations initiales, ce à quoi il s'était engagé, attaquer la Russie et la France. Et nous verrons, dans un prochain film, comment ils y sont finalement parvenus. À bientôt donc, si les grands censeurs nous laissent le temps.